Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je me lève aujourd'hui pour parler de la motion du gouvernement visant à confirmer la déclaration d'urgence. Permettez-moi, chers collègues, de commencer en disant ceci. Le Parti conservateur du Canada défend la loi et l'ordre. Nous l'avons toujours fait et nous le ferons toujours. Je suis très heureux, comme vous tous, j'en suis sûr, que les barrages aient été levés pacifiquement et ce, sans dommages matériels importants. Je salue l'excellent travail de nos forces policières et la retenue dont a fait preuve la grande majorité des manifestants. Nous pouvons tous et toutes être soulagés que la situation soit terminée. Ceci étant dit, on nous demande de voter sur la motion du gouvernement. Je suis d'accord avec la plupart des experts juridiques et constitutionnels, la plupart des provinces et la plupart des observateurs au Canada et dans le reste du monde. Ce gouvernement, le gouvernement Trudeau, n'a pas réussi à justifier l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. En outre, les mesures adoptées ne sont pas raisonnables, ni proportionnées, ni nécessaires. Et enfin, même si la déclaration d'urgence était justifiée et que les mesures répondaient aux critères que je viens de mentionner, l'urgence n'existe plus. C'est pourquoi, et avec d'autres raisons que je vais bientôt expliquer, je voterai contre la motion du sénateur Gold. Mais avant d'expliquer pourquoi, je ne pense pas que nous devrions soutenir cette motion. Je voudrais prendre un peu de recul et examiner ce qui nous a amenés à cette situation. La COVID-19 a été très difficile pour tout le monde. Le virus a fait payer un lourd tribut à notre santé et à notre bien-être. La douleur et le chagrin ressentis par tant de personnes ne peuvent être exagérés. En réponse au virus, les responsables de tout le pays ont pris des mesures de santé publique pour tenter de prévenir les pertes des vies humaines qui auraient pu être évitées. Ici, je crois que ces mesures ont été prises de bonne foi. Il y a encore beaucoup de débats sur la question de savoir si ces mesures étaient proportionnées, recommandables et efficaces. Il n'y a pas de débat cependant sur le fait qu'elles ont également fait payer un lourd tribut aux Canadiens et Canadiennes. Non seulement nos proches sont morts, mais ils sont souvent morts seuls. Les familles ont été séparées pendant des mois, voire plus d'un an dans certains cas. Les grands-parents de leurs petits-enfants, les enfants adultes de leurs parents, les frères et sœurs, les uns des autres, et ainsi de suite. Nous avons tous une histoire personnelle, et moi j'en ai une. Pendant près d'un an, je suis restée à l'extérieur et salué ma mère depuis le deuxième étage d'une maison spéciale. Et maintenant, je vais enfin pouvoir la voir cette fin de semaine. J'ai hâte. Nous ne pouvions pas voir nos amis. Nous ne pouvions pas aller manger au restaurant. Nous n'avons pas pu assister à nos événements sportifs préférés. Les remises de diplômes secondaires ont été perdues. Et je sais que beaucoup d'entre elles se déroulaient virtuellement. Mais pour ces étudiants et étudiantes, ils n'ont jamais eu la remise de diplôme dont ils avaient rêvé pendant 12 ans. Les mariages ont été reportés et lorsqu'ils avaient lieu, seule une poignée de personnes pouvaient être présentes pour célébrer les mariés. Quant aux funérailles, ces adieux définitifs étaient réservés à la famille immédiate. Et même là, le nombre de personnes était souvent limité. Les entreprises ont été fermées, les provinces étaient en confinement, des revenus ont été perdus. Pour ceux qui se situent dans la moitié inférieure de l'échelle des salaires, les dettes se sont accumulées. Et maintenant, l'inflation ronge le pouvoir d'achat de ceux qui nous restent. Lorsque les vaccins sont devenus disponibles, les Canadiens ont fait la queue et se sont retroussés les manches par millions. À ce jour, plus de 80 millions de vaccins ont été administrés partout au pays, ce qui a permis à plus de 30 millions de personnes d'être doublement vaccinées. C'est fantastique, chers collègues. Avec plus de 90% de sa population adulte, au moins doublement vaccinée, le Canada a l'un des taux les plus élevés
de vaccination au monde. Mais même à 90%, cela signifie que 10% de la population n'est toujours pas vaccinée. Choisir de ne pas se faire vacciner est rarement un choix pour ceux qui restent non vaccinés. C'est parce que pour eux, cette décision est souvent motivée par des croyances profondes. Je serai le premier à admettre que certaines de ces croyances relèvent carrément du champ des théories de complot, mais pas toujours. Parfois, il s'agit de croyances religieuses. Parfois, c'est un manque de confiance envers les personnes en position d'autorité. Parfois, il s'agit de raisons médicales. Parfois, cela vient du fait de savoir que d'autres personnes ont subi des effets secondaires graves après avoir été vaccinées. Et la liste continue. Mais peu importe ce que vous pensez des raisons, ces dernières sont toujours basées sur des convictions profondes. Il n'est pas sage de piétiner ses convictions et ses croyances. Chers collègues, je suis entièrement vaccinée avec 3 doses et j'encourage tout le monde à se faire vacciner également. Mais obliger les gens à se faire vacciner, puis les pénaliser s'ils ne le font pas, est quelque chose que je trouve extrêmement choquant. Et cela m'inquiète qu'en tant que nation, nous ayons adopté ce niveau de coercition si facilement. L'idée que nous pouvons cajoler, contraindre et même intimider les gens pour qu'ils se fassent vacciner n'est pas seulement fausse, mais également dangereuse. Cette idée encourage l'idée que le Canada est une société homogène. Voilà une idée absurde. Cela n'a jamais été vrai. Nous devons nous rendre compte qu'au XXIe siècle, avec l'Internet et la prévalence des réseaux sociaux, nous n'aurons jamais une approche unifiée et homogène de beaucoup de choses au Canada. Cela signifie que nous devons nous efforcer de protéger les droits des personnes à la liberté de conscience, à la liberté de religion, à la liberté d'association, à la liberté de croyance, et j'ajouterai à la liberté du statut vaccinal. Si nous ne le faisons pas, notre seule option est alors de recourir à des degrés de plus en plus élevés de totalitarisme, où nous forçons de plus en plus les gens à se conformer à des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Cela, collègues, serait non seulement une erreur tragique, cela déchirerait également notre pays. Et pourtant, c'est précisément ce que le Premier ministre pense que nous devrions faire. Il pense que tout le monde devrait être vacciné et que ceux qui ne le sont pas devraient être méprisés, honteux et punis pour cela. Justin Trudeau est frustré, et ce, depuis les élections de 2019. Le fait qu'il n'ait obtenu qu'une minorité et qu'il ait terminé derrière ce qu'il considère comme des adversaires conservateurs indignes dans le vote populaire l'a d'abord rendu déprimé, puis furieux. Puis la COVID est arrivée. Il a dépensé des centaines de milliards de dollars. Il a dit aux Canadiens qu'il assurait leurs arrières au moins 1 millier de fois, pensant qu'il méritait d'être récompensé pour avoir dépensé l'argent des autres. Notre argent. Justin Trudeau a cyniquement déclenché une élection inutile pendant la pandémie. Après les 2 premières semaines de campagne, les cloches ont commencé à sonner dans la salle de guerre des libéraux. Les Canadiens étaient ingrats envers leur chef et risquaient de perdre la face avec ces conservateurs détestés. Ils se sont tournés vers le vieux manuel de jeu libéral, coincer le Parti conservateur. Ils ont essayé, encore une fois, l'avortement, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, ils ont trouvé un groupe contre lequel se présenter, les non-vaccinés. Les politiques adoptées par le gouvernement Trudeau sont passées d'une approche scientifique à des tentatives voilées ou non de punir les personnes non vaccinées. Ils ont décidé tout simplement de diviser les Canadiens pour marquer des points politiques. Ils ont franchi la ligne à un moment donné de la recherche de mesures limitées, efficaces et raisonnables au ciblage d'un petit groupe de personnes afin de faire basculer les sondages. Les Canadiens en avaient assez de la pandémie, des restrictions, et les personnes non vaccinées sont devenues l'objet de la colère.
le gouvernement Trudeau a été heureux de s'exécuter. Si vous regardez l'histoire, c'est toujours le cas. Les gens vont essayer de trouver un bouc émissaire. Les étrangers, les minorités religieuses, puis avec la COVID-19, c'est devenu les non-vaccinés. Le député libéral Joel Lightbound l'a souligné il y a quelques semaines quand il a ouvertement critiqué l'approche du Premier ministre. Il a dit « Le ton et les politiques de mon gouvernement ont radicalement changé à la veille et pendant la dernière campagne électorale. La décision a été prise de semer la discorde, de diviser et de stigmatiser. Je crains que cette politisation de la pandémie ne risque de saper la confiance du public dans nos institutions de santé publique. » Il a tout à fait raison. Le gouvernement Trudeau devrait avoir honte d'utiliser les quelques 2 millions d'adultes canadiens qui ont choisi de ne pas se faire vacciner comme ballon politique. Au lieu d'essayer de les convaincre de se faire vacciner, Justin Trudeau a décidé de les insulter, comme si cela allait aider à accroître le taux de vaccination. Certains d'entre nous peuvent ne pas être d'accord avec eux, avec leurs demandes, mais ce n'est pas une raison pour les vilipender. Il convient toutefois de souligner qu'en dépit de toutes ces mesures sanitaires et de ces exigences en matière de vaccination, la marmite n'a pas débordé jusqu'à ce que le gouvernement fédéral décide d'imposer la vaccination aux camionneurs qui transportent des denrées à travers la frontière américaine et ils ont menacé ensuite de faire la même chose aux camionneurs qui traversent les frontières provinciales. Bien que le gouvernement n'ait pu fournir aucun fondement scientifique à cette décision, il a refusé d'en démordre. Il est ironique de constater que ces camionneurs étaient devenus la cible du gouvernement, les mêmes que le Premier ministre avait félicités au début de la pandémie lorsqu'il a tweeté « Si beaucoup d'entre nous travaillent à domicile, d'autres ne peuvent pas le faire, comme les routiers qui travaillent jour et nuit pour que nos rayons soient approvisionnés. » Donc, quand vous le pouvez, remerciez un camionneur pour tout ce qu'ils font et aidez-les autant que possible. C'était le 31 mars 2020, il y a moins de 2 ans. Chers collègues, la manipulation politique flagrante de cette affaire devrait tous nous alarmer. Les camionneurs sont des hommes et des femmes qui travaillent dur et qui n'ont tiré un trait qu'au bout de 2 ans. Lorsque le gouvernement a décidé que toutes les mesures déjà prises n'étaient pas suffisantes et qu'il allait maintenant imposer des mesures pour lesquelles il n'existait aucune base scientifique. Les camionneurs qui passent leur journée seuls dans la cabine de leur véhicule sont soudainement devenus une menace pour la santé publique s'ils n'étaient pas vaccinés. Pourtant, lorsqu'il a été mis au défi de fournir des preuves scientifiques pour cette décision, qui détruirait davantage de moyens de subsistance, le gouvernement n'en avait aucune. Chers collègues, ce sont les hommes et les femmes qui ont quitté leur maison pour venir à Ottawa, non pas pour une insurrection, mais pour une manifestation, pour une protestation contre la surenchère gouvernementale qui devient endémique. Au début, il ne s'agissait que de quelques camionneurs qui prenaient la route, espéraient récolter quelques milliers de dollars pour couvrir leurs dépenses, mais il n'y a pas fait longtemps pour que la longueur du convoi se mesure en kilomètres et les dons en millions. Chaque communauté d'autres personnes se sont jointes au convoi et dans chaque ville traversée, les gens les ont encouragés. Chaque pont sur lequel ils sont passés était rempli de personnes agitant des drapeaux canadiens et les remerciant. Aux intersections des villes et même longtemps après les avoir quittées, les gens étaient garés le long de la route pour les encourager et les remercier. Après 2 ans de douleur, de souffrance, l'espoir commençait à renaître. Les camionneurs unissaient le pays tout entier. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le convoi pour la liberté 2022 s'est développé de façon vraiment organique. Les médias ont noté souvent qu'il n'y avait pas de leader unique, ni d'ordre du jour particulier. Comme c'est le cas avec les mouvements populaires, les gens ont joint l'élan pour diverses raisons. Et oui, il est évident
que de très mauvais éléments se sont également joints à cette manifestation. Cela suffit au Premier ministre et aux membres de son caucus pour décréter que les camionneurs et les millions de Canadiens qui les encourageaient étaient des gens horribles. Le Premier ministre les a qualifiés de racistes, misogynes, insurrectionnels, de minorités marginales. C'était une honte. Il les a dépeints comme dangereux, peut-être violents, et même terroristes. Ils avaient tous des points de vue intolérables. Comment pouvons-nous tolérer ces gens, a-t-il demandé. C'est absolument incroyable. Le Premier ministre du Canada va à la télévision et pose cette question au sujet de millions de ses concitoyens. Comment pouvons-nous tolérer ces gens? Oui, il y avait des idiots aux opinions racistes au sein du groupe et personne ici ne devrait tolérer l'affichage de signes racistes. Mais si vous mettez tout le monde dans le même sac, tous ceux qui ont participé à cette manifestation, tous ceux qui ont soutenu le convoi, tous ceux qui ont admiré leur courage d'exiger la fin des mandats, alors vous passez à côté de l'essentiel. Quelqu'un peut-il vraiment penser, ici dans cette enceinte, que le frère de Jagmeet Singh, son propre frère, contribuerait 17 700 $ à un mouvement raciste d'extrême droite? Je ne pense pas. Oui, il y a eu des théories bizarres présentées par certains participants, mais si vous pensez que tous les gens ici à Ottawa ou ailleurs au Canada qui en ont marre de l'approche musclée du gouvernement Trudeau portent des chapeaux en aluminium, alors vous êtes vous-même devenu un complotiste. Oui, il y a eu des incidents entre les manifestants et les résidents d'Ottawa. Mais si vous qualifiez ça de manifestation violente, alors vous avez oublié des dizaines d'événements au cours des 25 dernières années, y compris quelques émeutes, après des événements à forte connotation politique comme les éliminatoires de la Coupe Stanley. Oui, on a parlé d'évincer le Premier ministre, mais il n'y avait pas de complot crédible d'insurrection. Les gens qui veulent prendre le pouvoir ne viennent pas ici dans leur propre camion avec le nom de leur entreprise sur la porte et annoncent leur arrivée sur toutes les plateformes de médias sociaux, puis passent 3 semaines devant le Parlement dans un jacuzzi ou à rôtir un cochon. Ils ne se transformeraient pas le coin de riz situé sous la fenêtre du Premier ministre en ce que les journalistes appellent la boîte de nuit la plus chaude d'Ottawa pour y danser toute la nuit. Pour des millions de Canadiens, le convoi était l'espoir d'une issue. Ils en avaient assez d'être mis de côté, voulaient que leur message soit entendu. Chers collègues, vous et moi retournons chaque semaine dans nos communautés et nous entendons les gens qui en ont assez du gouvernement qui dit « Que pouvons-nous faire ?» Ils se sentent impuissants et lorsque vous commencez à les priver de leurs droits fondamentaux, leur sentiment d'impuissance se transforme en désespoir. Les gens finissent par en avoir assez d'être contrôlés et cherchent un moyen de s'en sortir. Et voici comment leur Premier ministre leur a répondu le 31 janvier. Les préoccupations exprimées par quelques personnes réunies à Ottawa en ce moment ne sont pas nouvelles, ne sont pas étonnantes, sont entendues, mais elles sont une continuation de ce que nous avons malheureusement vu dans la désinformation, la mésinformation en ligne, les complotistes au sujet des micropuces, au sujet de Dieu sait quoi d'autre qui vont avec les chapeaux d'aluminium. Ils étaient venus, en fait, exprimer leurs préoccupations, mais le Premier ministre s'est contenté de les insulter, ressemblant plus à un tyran qu'à un véritable homme d'État. C'est une partie du problème auquel nous sommes confrontés. Nous n'avons pas réussi à écouter la voix de ceux qui ont un point de vue différent du nôtre sur les vaccinations et sur les mesures sanitaires lourdes. Le débat principal n'est pas de savoir si ces mesures sont bonnes ou mauvaises. Il s'agit de savoir si quelqu'un peut avoir un point de vue différent, pour quelque raison que ce soit, et ne pas être censuré.
Il s'agit de savoir si quelqu'un peut avoir des valeurs ou des croyances différentes et être autorisé à vivre en accord avec celles-ci. Les gens ont des points de vue, des opinions, des croyances qui ne correspondent pas toujours à la version de la réalité acceptée par la CBC. Mais s'ils les expriment, ils sont mis de côté et critiqués. Chers collègues, nous devons faire mieux. Nous devons mieux être à l'écoute. Nous devons mieux permettre aux gens de vivre selon leurs croyances. C'est le prix à payer pour une société civilisée dans le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle. Essayer de forcer la conformité ne fait que déchirer notre tissu social d'une manière qui pourrait prendre des générations à réparer. C'est en partie pour cela qu'il est si dévastateur que le Premier ministre ne veuille même pas parler aux membres du convoi. Son impertinence n'a fait que renforcer dans leur esprit le fait qu'il ne se soucie pas d'eux, mais seulement de leur obéissance à ses édits. C'est cette impertinence qui a fait en sorte que le convoi vers Ottawa a engendré des manifestations locales de convois dans des villes de tout le pays et finalement les blocages de Coutts en Alberta, Emerson au Manitoba, Surrey en Colombie-Britannique et le pont Ambassador en Ontario. Si le Premier ministre avait désamorcé la situation en ouvrant le dialogue, nous serions dans une situation très différente aujourd'hui. Certains disent que le Premier ministre ne pouvait pas rencontrer les chefs du convoi, que ces personnes étaient dangereuses et avaient des idées folles. C'est juste, mais Justin Trudeau aurait pu demander à un médiateur d'écouter les préoccupations des manifestants. Tout comme Robert Bourassa l'a fait en 1990 en nommant le juge Alan B. Gold, le père de notre leader de gouvernement, comme médiateur dans la crise d'Oka. Il aurait pu faire ce que des premiers ministres comme François Legault, Doug Ford, Scott Moe ou Jason Kenney ont fait. Dire aux Canadiens qu'il les a entendus. Nous dire qu'il avait un plan pour mettre fin au mandat et à d'autres restrictions. Nous dire qu'il y a de l'espoir. Au lieu de cela, l'approche du Premier ministre a été d'essayer de salir les manifestants et de les mettre tous dans le même panier. Le 31 janvier, au sujet de la manifestation d'Ottawa, le Premier ministre a déclaré ceci. « Nous ne sommes pas intimidés par ceux qui lancent des insultes et des injures aux travailleurs des petites entreprises et qui volent la nourriture des sans-abri. Nous ne céderons pas à ceux qui arborent des drapeaux racistes. Nous ne céderons pas à ceux qui se livrent au vandalisme ou déshonorent la mémoire de nos anciens combattants. Comme je l'ai déjà fait remarquer, ce n'est pas une caractérisation juste des personnes qui ont manifesté devant cette Chambre. Et pourtant, il n'a jamais renoncé à cette caractérisation. Le Premier ministre a choisi de jouer la comédie au lieu de faire preuve de sens politique. La semaine dernière, en réponse à une question de la députée conservatrice Melissa Lantsman, le Premier ministre a déclaré, je cite, « Les membres du Parti conservateur peuvent se tenir avec des gens qui brandissent des croix gammées. Ils se tiennent avec des gens qui brandissent le drapeau confédéré. Nous choisirons de nous tenir aux côtés des Canadiens qui méritent de pouvoir se rendre à leur travail, de reprendre leur vie. Ces manifestations illégales doivent cesser et elles cesseront. » Ironie pathétique de propos tenus par le Premier ministre à un membre juif de la Chambre des communes est évidente. Invité à plusieurs reprises de s'excuser, Justin Trudeau a refusé de le faire. Il s'excusera pour des événements qui se sont produits il y a 100 ans, mais jamais pour ses propres paroles. Pendant 3 semaines, le Premier ministre n'a fait que lancer des insultes. En fait, il a quitté la ville et a laissé la crise s'envenimer et s'aggraver. Il est censé être le Premier ministre de tous les Canadiens, même ceux
avec lesquels il peut être en désaccord, mais il est clair qu'il ne voit pas les choses de cette façon, et le résultat est que ces politiques divisent gravement les Canadiens. Puis, après 3 semaines d'inaction, Justin Trudeau est sorti et a utilisé l'ultime outil de sa boîte à outils, l'option nucléaire, la loi sur les mesures d'urgence. Il est difficile de réfuter l'accusation selon laquelle ce Premier ministre est en guerre avec nombre de ses concitoyens. Au lieu d'essayer de comprendre leurs préoccupations et l'impact des mesures de son gouvernement sur eux, il utilise maintenant tout le pouvoir qu'il peut rassembler pour les écraser. Il a pris les pouvoirs étendus de la loi sur les mesures d'urgence et les a retournés contre les personnes qui demandaient juste à être entendues. C'est un Premier ministre qui n'aime pas l'opposition. Il admire la dictature de la Chine. Il n'écoute pas. Il prêche. Il ne débat pas. Il insulte. Il ne convainc pas. Il impose. Voilà. Nous devons maintenant traiter une motion tendant à ratifier si le gouvernement peut continuer à utiliser les mesures qu'il a évoquées la semaine dernière pendant encore 3 semaines environ. Chers collègues, je veux me rallier à ce que le sénateur Dalphond a dit dans son discours. Nous ne votons pas sur l'utilité de la loi sur les mesures d'urgence depuis le 14 février. Nous ne votons pas sur la question de savoir si cette loi pourrait être utile si un événement inconnu se produisait dans un avenir non éloigné. Ce que le gouvernement nous demande est ceci. Pensons-nous, compte tenu des faits d'aujourd'hui, que le gouvernement a besoin de ses pouvoirs extraordinaires jusqu'au 16 mars? Cette déclaration d'urgence est sans précédent. C'est la première fois que la loi sur les mesures d'urgence est utilisée au Canada et la première fois en plus de 50 ans qu'une loi de ce type est utilisée au Canada. Et seulement la 3e fois dans l'histoire du Canada. Ce fait est absolument crucial au moment de prendre une décision au sujet de cette motion. En évoquant la loi sur les mesures d'urgence, le gouvernement soutient effectivement que ce à quoi nous avons été confrontés sur la rue Wellington, d'autres rues d'Ottawa, était la pire urgence d'ordre public pour notre pays depuis 34 ans. Le gouvernement affirme également que cette urgence d'ordre public nécessite le recours à ce texte de loi extraordinaire. Il dit que les autorités, les pouvoirs ordinaires de l'État canadien ne suffisent pas à faire face à quelques milliers de manifestants avec quelques centaines de pick-up et de semi-remorques. Ce sont des prétentions extraordinaires. Nous devons rappeler que de nombreuses urgences auxquelles le Canada a été confronté depuis 1988, au moment où la loi sur les urgences n'a pas été invoquée. La crise d'Oka, en 1990, que j'ai déjà mentionnée, cette impasse a duré 78 jours. Un officier de police a été tué. Un élément d'infrastructure critique, le pont Mercier, a été fermé et a obligé les gens à conduire chaque jour jusqu'à 4 heures pour se rendre au travail. L'armée a été déployée parce que l'ampleur de la situation dépassait ce que la police était en mesure de gérer. Pourtant, la loi n'a pas été invoquée. Il y a eu les attaques contre l'Amérique du Nord le 11 septembre. À la suite de ces attaques, tous les voyages aériens en Amérique du Nord ont été interrompus. On craignait beaucoup de nouvelles attaques terroristes, non seulement dans les airs, mais par n'importe quel moyen. Toutefois, la loi sur les mesures d'urgence n'a pas été invoquée. 2014, Center Block was attacked. Le 22 octobre 2014, le bloc central a été attaqué. Pendant plusieurs heures, personne n'était sûr qu'il n'y avait qu'un seul tireur. Les forces de police ont traité cette attaque comme une opération en cours pendant environ 12 heures. La loi sur les situations d'urgence n'a pas été invoquée. En 2001, 50 000 personnes ont envahi la ville de Québec pendant le Sommet des Amériques. Il y a eu 4 jours de violence ininterrompue. En 2010, lors du sommet du G7, plus de 1000 personnes ont été arrêtées. Après plus que 10 000 manifestants
ait participé à une émeute dans le centre-ville de Toronto. En 2012, lors du printemps érable au Québec, les forces de police ont dû faire face à 1370 manifestations, dont certaines se sont terminées par des affrontements violents et des arrestations de masse. Aucun de ces événements n'a justifié le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Depuis 16 ans, chers collègues, il y a eu une impasse foncière à Caledonia, en Ontario, où les gens ont été forcés de quitter leur maison. Les routes et les corridors de transport ont été bloqués et la question n'est toujours pas résolue à ce jour. Le maire de Haldimand, Ken Hewitt, a fait remarquer plus tôt ce mois-ci: nous avons eu de la violence, de l'intimidation, des perturbations de route. On aurait pu penser que le gouvernement fédéral réagirait. Et nous n'avons rien entendu. La loi sur les situations d'urgence n'a jamais été invoquée pour régler ce problème, même pas temporairement, même pas pendant les pires moments de cette situation. Depuis 1988, il y a eu de nombreux blocages de routes, de voies ferrées et de léoducs, souvent prolongés et parfois en plusieurs endroits simultanément. Des blocages par toutes sortes de groupes, pour toutes sortes de raisons. Et pourtant, la loi sur les situations d'urgence n'a jamais été invoquée. La loi sur les mesures d'urgence englobe également les mesures du bien-être public, telles que les incendies, les inondations et autres catastrophes naturelles. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, combien d'incendies, d'inondations ou de tempêtes le Canada a-t-il connu? Combien de ces situations d'urgence auraient pu être décrites comme un danger pour la vie ou la propriété? Une perturbation sociale ou une rupture de la circulation des biens, des services et des ressources essentielles telles que définies dans la loi. Combien de fois la loi a-t-elle été invoquée? Chers collègues, la réponse: jamais. Même pendant la pandémie mondiale de COVID-19, la loi sur les mesures d'urgence n'a pas été invoquée. Pensons-y bien, la crise sanitaire dure depuis maintenant 2 ans. Et il y a certainement eu des moments où la capacité du gouvernement à réagir efficacement semblait être remise en question. Et pourtant, pas besoin de la loi sur les situations d'urgence. Cela explique en grande partie pourquoi cette loi n'a jamais été invoquée au Canada par le passé. Elle n'a pas été invoquée parce que les pouvoirs et les autorités normaux des organismes d'application de la loi au Canada sont suffisants pour relever des défis tels que celui que nous vivons. Et la barre légale, le seuil pour utiliser la loi sur les mesures d'urgence est en fait assez élevé. Depuis 1988, tous les politiciens ont estimé que le gouvernement fédéral, les provinces et les municipalités disposaient de suffisamment de pouvoirs et de ressources pour faire face à tout problème ou crise auquel ils seraient confrontés. Ce seul fait témoigne de l'importance des pouvoirs et des ressources dont disposent nos gouvernements. Ces pouvoirs et ressources ne sont pas facilement submergés ou vaincus. Mais maintenant, nous sommes censés croire que ce dont nous sommes témoins en dehors de cette Chambre constitue une menace si grave que nos propres forces de sécurité sont dépassées. On prétend qu'il s'agit d'une urgence d'une telle portée et d'une telle ampleur que les outils normaux dont disposent le gouvernement et la police sont tout simplement inadéquats pour faire face à cette menace. Quelle est donc la menace à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui qui justifie une prolongation de l'état d'urgence jusqu'au milieu du mois prochain au minimum? En venant au bureau cette semaine, je n'ai vu aucun manifestant. 0. Et pourtant, le gouvernement prétend qu'il y a toujours une urgence d'ordre public extraordinaire. Il prétend, en gros, que ce que nous vivons en ce moment est sans précédent. Il a probablement raison. Une manifestation si dangereuse qu'elle constitue une menace pour notre sécurité nationale avec un grand total de 0 manifestants, c'est certainement sans précédent et extraordinaire. Chers collègues, il y a une très bonne raison pour laquelle tous les gouvernements depuis 1988 ont refusé d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence.
Une fois le génie sorti de la bouteille, il sera impossible de l'y remettre. Je suis profondément convaincue que si le Sénat adopte la motion du gouvernement, les soi-disant progressistes en viendront à regretter le jour où les députés libéraux et néo-démocrates et leurs alliés au Sénat ont donné au futur gouvernement le précédent leur permettant de justifier l'utilisation de mesures draconiennes en vertu de la loi sur les mesures d'urgence contre les mouvements qu'ils soutiennent. Et je crois que ma collègue l'a mentionné un peu plus tôt lorsqu'elle a pris la parole. Peu importe votre opinion du convoi et de ses partisans, en permettant au gouvernement d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence, ce groupe a maintenant établi une barre très basse pour l'utilisation future de cette législation. Permettez-moi donc de passer à la prochaine question, les termes de la loi. Voilà la question qu'il faut se poser. Le gouvernement a-t-il atteint le seuil fixé par la loi sur les mesures d'urgence? Je ne crois pas que la preuve soutienne l'argument du gouvernement selon lequel l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence est justifiée. Il est utile d'examiner la question de la définition d'urgence d'ordre public dans la législation. En ce qui concerne l'urgence d'ordre public, la loi stipule une urgence d'ordre public s'entend d'une urgence qui découle de menaces à la sécurité du Canada et qui est si grave qu'elle constitue une urgence nationale. La première partie d'une urgence d'ordre public concerne les menaces à la sécurité du Canada. Et le sens de cette phrase est précisé à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, qui décrit les menaces à la sécurité du Canada comme suit. A. L'espionnage ou le sabotage contre le Canada ou préjudiciable à ses intérêts, ainsi que les activités visant à favoriser cet espionnage ou ce sabotage ou à l'appuyer. Et B. Les activités influencées par l'étranger au Canada ou concernant le Canada qui sont préjudiciables aux intérêts du Canada et qui sont clandestines ou trompeuses ou comportent une menace pour toute personne. C. Les activités menées au Canada ou en relation avec le Canada qui visent ou appuient la menace ou le recours à des actes de violence graves contre des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou dans un État étranger. Et D. Les activités visant à miner par des actes illégaux dissimulés le système de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou visant à le détruire ou à le renverser par la violence ou en ayant pour but ultime de le faire. La loi précise que rien de tout cela n'inclut les activités licites de défense d'une cause, de manifestation, de protestation ou de dissidence, à moins qu'elles ne soient menées conjointement avec l'une des activités que je viens de mentionner. À première vue, si l'on considère ce qui s'est passé à l'extérieur de ce bâtiment et dans tout le pays, je ne vois pas comment on peut soutenir de façon crédible que ces activités constituent des menaces à la sécurité du Canada telles que définies dans la loi. Tous les Canadiens vivent leur vie normale. Il n'y a pas de menaces connues ou d'activités réelles dont on peut sérieusement dire qu'elles répondent à cette définition. Une deuxième question concerne la définition d'une urgence nationale telle qu'elle figure à l'article 3 de la Loi sur les mesures d'urgence. La loi elle-même décrit une urgence nationale comme une situation urgente et critique de nature temporaire qui a met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et est d'une ampleur ou d'une nature telle qu'elle dépasse la capacité ou l'autorité d'une province pour y faire face, ou B. menace sérieusement la capacité du gouvernement du Canada à préserver la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale du Canada. La loi stipule que l'urgence en question ne peut être réglée efficacement par aucune autre loi du Canada. Encore là, je ne vois pas, honnêtement, comment vous pouvez soutenir que ce dont nous sommes témoins aujourd'hui met sérieusement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et prend des proportions telles qu'il est au-delà de la capacité d'une province à y faire face.
Et s'il existe une menace pour la capacité du gouvernement du Canada à préserver la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale du Canada, je ne la vois pas. Il est clair qu'en faisant simplement référence aux termes de la loi sur les mesures d'urgence, le gouvernement n'a pas atteint le seuil d'invocation de la loi. Le premier ministre et les membres de son cabinet ont proposé depuis le 14 février une liste d'arguments pour la déclaration d'urgence, d'état d'urgence, y compris dans la déclaration elle-même. Évaluons ces arguments et répondons à chacun d'entre eux. Tout d'abord, le premier ministre a déclaré que les mesures ne s'appliquaient que dans des zones spécifiques. Ceci est bien sûr faux et a été corrigé par l'un de ses propres ministres. Selon le gouvernement, la situation d'urgence est nationale. En réalité, lorsque la déclaration a été émise, le seul blocus restant était celui du centre-ville d'Ottawa. Je sais que c'est la capitale, mais un problème localisé à Ottawa n'est pas un enjeu national. Le gouvernement aurait pu limiter l'application des mesures à l'Ontario ou à la région de la capitale nationale. Il a choisi de ne pas le faire et nous ne savons pas pourquoi. Le gouvernement prétend avoir besoin de la loi sur les mesures d'urgence pour coordonner les actions avec les provinces. Or, nous savons que 7 provinces ont dit non à l'utilisation de cette loi. L'article 19.3 de la loi dit que l'action concertée avec les provinces doit être réalisée dans la mesure du possible. De toute évidence, le gouvernement n'a pas fait cela. La déclaration indique que des blocages continus ont lieu dans diverses parties du pays. Nous savons tous qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de blocus, où que ce soit au Canada. Cet argument n'est plus valable. Selon le gouvernement, les barrages sont menés en conjonction avec des activités qui visent ou appuient la menace ou le recours à des actes de violence graves contre des personnes ou des biens, y compris des infrastructures essentielles, dans le but d'atteindre un objectif politique ou idéologique au Canada. Le gouvernement n'a jamais fourni de preuves à cet égard. N'oubliez pas que la saisie à Coutts a été effectuée avant que le gouvernement ne fasse cette déclaration. Mais Coutts était un incident isolé. De plus, contrairement à ce que le gouvernement nous a fait croire, il n'y avait pas de groupe violent dans le blocus d'Ottawa. Il y a eu des bousculades sur les lignes de front cette fin de semaine, mais aucun signe de groupe violent organisé. Le gouvernement a déclaré que les barrages ont des effets négatifs sur l'économie canadienne et un impact important sur nos partenaires commerciaux, y compris les États-Unis. Je ne sais pas pour vous, mais je ne pense pas que c'était vrai lorsque le seul barrage restant était celui au centre-ville d'Ottawa. Et c'est encore moins vrai maintenant qu'il n'y a plus de blocus. Le gouvernement a également affirmé que la rupture de la chaîne d'approvisionnement et de la disponibilité des biens, services et ressources essentielles se poursuivrait à mesure que les blocus se poursuivraient et se multiplieraient. Nous savons maintenant que c'est un débat stérile. L'état d'urgence comportait le risque d'une augmentation du niveau d'agitation et de violence qui menacerait davantage la sûreté et la sécurité des Canadiens. Encore une fois, nous n'avons vu aucune preuve de cela. La loi sur les mesures d'urgence ne peut pas être fondée sur des théories du complot concernant une supposée armée de l'ombre, de partisans de l'extrême droite dont nous entendons souvent parler, mais que nous ne voyons jamais en action. Soyons sérieux ici. Le gouvernement ne peut pas suspendre les droits de ses citoyens en se fondant sur des rumeurs et des fantasmes diffusés par ses partisans. Lorsqu'un camion rempli d'armes a été volé à Peterborough la semaine dernière, la twittosphère libérale a affirmé que c'était la preuve qu'un coup d'État armé était sur le point de se produire. Lorsque le camion a été retrouvé, ainsi que presque toutes les armes, tout à coup, plus rien. Au bout de compte, quel était vraiment le problème à Ottawa? Le premier ministre était présent à la Chambre à plusieurs reprises, à l'exception de vendredi dernier. Les deux chambres du Parlement ont fonctionné normalement et il n'y a pas eu de violence.
Le Parti conservateur a même réussi à changer de chef pendant la durée des barrages. Encore une fois, à part vendredi dernier, la GRC et le SPP n'ont jamais dit aux députés et aux sénateurs qu'il y avait un danger quelconque. J'ai marché de l'édifice du Sénat du Canada jusqu'à l'édifice de l'Ouest à travers les manifestants à plus d'une occasion l'autre semaine pour assister à des réunions. Pensez-vous sérieusement que nos services de sécurité nous auraient permis de le faire s'ils avaient la moindre preuve de la présence de personnes violentes dans cette foule? Lorsqu'il a évoqué la loi sur les mesures d'urgence, le premier ministre a affirmé « Il est maintenant clair que la capacité des forces de l'ordre à faire respecter la loi de manière efficace est sérieusement compromise. Nous savons maintenant que c'était faux. » Selon le ministre Mendicino, la police a besoin des pouvoirs qui lui sont conférés par le gouvernement Trudeau afin de pouvoir définir une zone de sécurité ou une zone rouge, comme l'appelle le ministre. Toutes les forces de police du Canada dirigent la circulation et limitent les mouvements des personnes, et ce, de façon régulière. Dans le cas précis des camionneurs, la police a réussi à limiter leur capacité à se déplacer sous réserve de restrictions dans les villes de Québec, Toronto, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver et d'autres. Et tout cela a été accompli avant l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Le gouvernement affirme que les pouvoirs d'urgence sont nécessaires pour réquisitionner les dépanneuses ou les remorqueuses, selon le ministre Lametti. C'est la première chose que le premier ministre a mentionné lorsqu'on lui a demandé quels étaient les pouvoirs nécessaires accordés à la police dans le cadre de la déclaration d'urgence. Le problème, c'est que le code criminel aurait pu être utilisé à cette fin. Franchement, je ne peux pas imaginer que les gouvernements de l'Ontario et du Canada aient besoin d'utiliser les mesures extraordinaires de la loi sur les mesures d'urgence pour obtenir 5 ou 6 remorqueuses. Si c'est le cas, nous devrions sérieusement nous interroger sur la fragilité de nos gouvernements. Le gouvernement affirme que la police a besoin des mesures d'urgence pour être en mesure de coordonner les opérations entre les différentes juridictions. Vous conviendrez, j'en suis sûre, qu'au cours des 34 dernières années, il y a eu plusieurs opérations policières qui ont traversé les juridictions et aucune de ces opérations n'a eu besoin de la loi sur les mesures d'urgence. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il doit geler les avoirs financiers des manifestants et de tous ceux qui ont financé les blocages, et que seules les mesures adoptées la semaine dernière lui permettent de le faire. C'est ce même gouvernement qui prétend disposer de tous les outils nécessaires pour lutter contre les groupes terroristes internationaux et nationaux, le crime organisé et autres opérations de blanchiment d'argent. Et nous devrions croire qu'ils exigent maintenant des mesures spéciales pour un convoi de camionneurs? Je ne le crois pas. Le gouvernement n'a pas réussi à faire valoir ses arguments à 2 égards. Tout d'abord, il n'a pas expliqué pourquoi il était absolument nécessaire de geler, sans ordonnance des tribunaux, les avoirs de certains de ses citoyens pour mettre un fin au blocage à Ottawa. Et il n'a pas réussi à expliquer pourquoi les outils utilisés contre les organisations beaucoup plus importantes et plus dangereuses sont maintenant insuffisants lorsqu'il s'agit de personnes qui ne sont manifestement pas des experts en la matière. Le gouvernement pousse l'idée que le mouvement est financé par de sombres forces étrangères. Permettez-moi de citer le ministre Blair. Nous ne laisserons aucune entité étrangère qui cherche à nuire au Canada ou aux Canadiens à éroder la confiance dans nos institutions démocratiques ou à remettre en question la légitimité de notre démocratie. Il va plus loin et dit « Nous avons vu des preuves solides que c'était l'intention de ceux qui ont bloqué nos ports d'entrée dans une attaque largement financée par l'étranger, ciblée et coordonnée, qui était clairement et criminellement destinée à nuire au Canada, à nuire aux Canadiens et Canadiennes, à interrompre les lignes d'approvisionnement vital, à mettre nos travailleurs au chômage et à fermer nos usines. » Fin de citation. Et pourtant, le gouvernement n'a fourni aucune preuve de cela. Les barrages ont maintenant été levés et rien n'indique qu'il s'agit d'autre chose qu'une théorie du complot de la part d'un ministre du cabinet. Permettez-moi de souligner l'ironie de ce gouvernement libéral qui s'inquiète maintenant du financement étranger et de la menace d'une attaque d'une puissance étrangère contre notre démocratie.
Après que des millions et des millions de dollars aient été versés par des groupes environnementaux américains à des mouvements au Canada, qui sont tous anti-conservateurs, après l'implication de la Chine dans notre dernière élection fédérale et ses actions contre le Parti conservateur, qui lui ont coûté entre 4 et 7 circonscriptions en faveur des libéraux, maintenant que l'argent étranger peut être de l'autre côté, cela devient soudainement un problème. Une autre accusation portée par le gouvernement est que les blocages ont été organisés par des extrémistes. Nous parlons d'un groupe organisé, agile, bien informé et animé par une idéologie extrémiste où la force fait le droit, a déclaré le ministre Mendicino. Le principal incident concret invoqué par le gouvernement à l'appui de cette affirmation est l'accusation de complot pour meurtre porté en Alberta contre 4 personnes. Le gouvernement soutient que cela indique que certains individus potentiellement violents participent aux manifestations. Ce sont certainement des accusations sérieuses. Personne ne le conteste. Et je pense que nous sommes tous reconnaissants que la police ait pu agir de manière décisive afin de faire face à une situation qui aurait pu être très dangereuse. Cependant, nous n'avons pas encore vu de preuves, ni même d'affirmations crédibles, que ces personnes en question avaient quoi que ce soit à voir avec les nombreux manifestants pacifiques qui se sont réunis au cours des dernières semaines ou qui se trouvaient au poste frontalier en question en Alberta. En fait, un article de la presse canadienne a décrit comme suit l'interaction entre la police et les manifestants le jour même des arrestations. Début citation. Il y a eu des célébrations lorsque la manifestation a commencé à se terminer tard lundi. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des membres de la GRC serrant la main de manifestants et les prenant dans leurs bras. Les membres de la GRC serrant la main de manifestants et les prenant dans leurs bras. Des personnes tenant des chapeaux ou des mains sur leur poitrine ou avec des bras drapés sur les épaules des autres ont chanté « Au Canada ». Fin de citation. Lorsque les organisateurs de la manifestation à Coates ont appris que leur manifestation pacifique avait été infiltrée par une faction violente, ils se sont volontairement et rapidement dissous. Cela ne semble pas suggérer que la grande majorité des personnes impliquées dans le barrage de Coates étaient impliquées dans des complots visant à renverser par la violence le système de gouvernement établi par la Constitution. Le gouvernement affirme également que la police ne disposait pas des outils nécessaires pour faire face à la situation. Cet argument serait risible si les conséquences de la loi sur les mesures d'urgence n'étaient pas si graves. J'ai mentionné plus tôt dans mon discours une longue liste d'événements qui sont produits au cours des 34 dernières années au Canada. Tous ces événements étaient beaucoup plus graves et menaçants qu'un barrage de camionneurs à Ottawa. Nos braves femmes et hommes qui sont membres des forces policières ont fait face à chacun de ces événements sans avoir eu à recourir à la loi sur les mesures d'urgence. Chris Lewis, ancien commissaire de la police provinciale de l'Ontario, a déclaré que la police avait tous les pouvoirs et les outils nécessaires pour agir sans avoir recours à la loi sur les mesures d'urgence. Dans tout cela, les libéraux nous disent que la Charte des droits et libertés s'applique toujours. Alors quel est le problème? Je sais que c'est ce que dit la loi, mais comment le gouvernement peut-il sérieusement prétendre que tous les droits des citoyens canadiens ne sont pas affectés par les mesures qu'il a adoptées la semaine dernière? La saisie de biens sans ordonnance du tribunal est une violation directe de l'article 8. La restriction du droit d'assemblée et de rassemblement est une violation de l'article 2. Je ne ferai pas d'argument juridique ici. Il y a déjà des contestations judiciaires à ce sujet. Mais, s'il vous plaît, n'acceptons pas l'argument du gouvernement selon lequel tous les droits de la Charte sont protégés simplement parce que le gouvernement l'a dit. Les sénateurs remarqueront que le ministre de la Justice a refusé de donner une évaluation de la Charte de la part de son ministère. Il refuse de divulguer les avis juridiques préparés par le ministère de la Justice. J'espère qu'un sénateur a interrogé le ministre Amity à ce sujet lors de votre séance d'information. Le service de police d'Ottawa a gazouillé la semaine dernière. Citation, « Nous ne permettrons pas aux gens de descendre pour l'activité illégale de participer à des manifestations. » Fin de citation.
Il est clair que les arguments du gouvernement selon lesquels les droits des Canadiens n'ont pas été suspendus n'ont pas été communiqués à la police. Les manifestations dans la capitale du Canada sont désormais illégales. S'il y a une raison, et une seule, pour laquelle vous devriez voter pour mettre fin à ces mesures dès maintenant, c'est bien celle-là. Et enfin, on nous a dit que les Canadiens devaient faire confiance au gouvernement. Le recours à la loi sur les mesures d'urgence n'est qu'une affaire ordinaire. Il n'y a rien à voir ici. Nous devrions tous passer à autre chose. Sérieusement, je ne peux pas croire que le gouvernement tente de minimiser l'importance du recours à la loi sur les mesures d'urgence pour la première fois en 34 ans pour faire face à un barrage au centre-ville d'Ottawa. Vous remarquerez que le Premier ministre n'a pas fait son annonce à la Chambre des communes ou lors d'un discours officiel à la nation. Non, une simple conférence de presse suffira pour annoncer que les droits de ses concitoyens sont désormais suspendus. Chers collègues, il est clair que le gouvernement n'a pas démontré que le seuil élevé nécessaire pour utiliser la loi sur les mesures d'urgence a été atteint. Permettez-moi également de dire que je crois que le gouvernement commet une terrible erreur en minimisant l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Sénateurs et sénatrices, si nous acceptons la position du gouvernement, nous normaliserons et banaliserons l'utilisation de ces pouvoirs extraordinaires. Le Premier ministre a utilisé la loi sur les mesures d'urgence dans une tentative désespérée de sauver son emploi. Et cela lui revient maintenant en pleine figure. Il est clair qu'aucune de ces mesures n'était nécessaire pour dégager les camions des rues d'Ottawa. Chers collègues, quand viendra le moment de voter sur cette motion, souvenez-vous de ceci. Vous allez créer un précédent. Vous placerez la barre très bas pour qu'un futur gouvernement puisse utiliser la loi sur les mesures d'urgence. Votre vote comptera longtemps après que vous, moi et Justin Trudeau auront quitté la scène. Je n'entrerai pas dans les détails des mesures spécifiques adoptées par le gouvernement, mais je me concentrerai sur certaines des mesures les plus flagrantes. Tout d'abord, le gouvernement a pris des mesures pour étouffer financièrement les manifestants et leurs partisans. Considérez ce que cela signifie, chers collègues. Les pouvoirs accordés par le règlement comprennent le gel sans mandat, des comptes financiers personnels de toute personne soupçonnée d'être engagée, je répète, soupçonnée d'être engagée dans ces protestations, manifestations, ou de les soutenir. Cette mesure aurait déjà conduit certains Canadiens à commencer à retirer des fonds de leurs institutions financières. Nous avons constaté une augmentation des retraits et certains experts pensent que cela pourrait avoir des effets à court et à long terme sur la confiance des Canadiens dans leur système financier. L'incertitude est grande quant à la possibilité qu'une personne ayant donné 20 $ à GoFundMe puisse soudainement voir son compte bancaire gelé. Le gouvernement a refusé à maintes reprises de rassurer les milliers de Canadiens qui ont contribué à ce qui était, à l'époque, une cause parfaitement légale et légitime. Comment le gouvernement peut-il déclarer rétroactivement qu'une cause n'est plus valable et que tous ceux qui y ont participé ou contribué peuvent maintenant voir leurs actifs financiers saisis? Je trouve cela hallucinant qu'une personne saine d'esprit puisse trouver cela acceptable dans un pays comme le Canada. Le gouvernement nous dit « Faites-nous confiance, nous n'utiliserons pas ces mesures pour punir les gens ordinaires ». Mais en même temps, les libéraux insistent sur le fait que tout acte a des conséquences. Qu'est-ce que cela signifie? Si le gouvernement voulait vraiment mettre des garde-fous autour de ces mesures extraordinaires, il les aurait inclus dans le règlement. En restant volontairement vague, le gouvernement fait exactement ce qu'il veut. Effrayer les dissidents, faire taire les opinions contraires, même celles d'une personne qui a contribué à hauteur de 20 $ à une cause que le Premier ministre juge intolérable. Et si par erreur, votre compte bancaire est gelé, parce que vous portez le même nom qu'un manifestant, eh bien, pas de chance. La loi prévoit une couverture pour les banques.
Vous devrez faire la queue, remplir un formulaire qui sera un jour disponible et attendre la procédure d'indemnisation qui n'est même pas encore mise en place. Je trouve consternant de voir les libéraux et les néo-démocrates applaudir une loi qui donne aux grandes banques le pouvoir de saisir des fonds sans ordonnance. Oui, le NPD supporte cela. Et les banques bénéficient d'une immunité contre toute action en justice ultérieure. En outre, comment une banque pourrait-elle savoir si une personne est impliquée dans un barrage? Lors de la réunion d'information pour les parlementaires, les fonctionnaires n'avaient pas de réponse. La police peut-elle faire le tour et prendre les numéros de plaques et les envoyer aux banques pour leur demander de fermer les comptes? Pas d'avis, pas de décision de justice, juste un agent de police qui relève un numéro et voilà, un compte bancaire est gelé. Ce n'est pas ainsi que devrait fonctionner le système bancaire d'un pays où prévaut l'état de droit. Et je suis curieux de savoir comment ce partage d'informations est acceptable en vertu de la loi sur les renseignements et la protection de la vie privée. Franchement, l'avocat des résidents d'Ottawa et le gouvernement de l'Ontario ont déjà atteint les objectifs que le gouvernement Trudeau prétend avoir rendus possibles grâce à ces mesures. Je me demande si les recours légaux ordinaires, tels que les injonctions Mareva et les ordonnances de blocage, sont déployés avec succès pour geler les fonds. Pourquoi les pouvoirs extraordinaires de gel des comptes accordés en vertu de la loi sur les mesures d'urgence sont nécessaires? Le gouvernement fédéral doit demander l'autorisation d'un tribunal avant de saisir les avoirs financiers de trafiquants de drogue, de membres du crime organisé ou d'organisations terroristes. Mais il s'est donné le pouvoir de saisir, sans aucun contrôle judiciaire, les comptes bancaires de personnes qui sont simplement accusées de méfaits. Aucune explication crédible n'a été fournie quant à la raison pour laquelle le gouvernement avait besoin de ces outils sans précédent et potentiellement dangereux, pour citer notre collègue le sénateur Gignac. Le fait que le gouvernement ait délibérément laissé dans le vague les règles entourant la saisie des actifs financiers, probablement pour se donner une marge de manœuvre, est très dangereux. Nous savons tous que notre système financier est basé sur la confiance des Canadiens. Les banques ne survivraient pas si une grande partie de leurs clients décidaient d'encaisser leurs dépôts. Mais en restant vague sur qui peut être saisi et pourquoi, le gouvernement a permis à toutes sortes d'histoires et de rumeurs de persister. Lundi, la ministre Freeland a déclaré, citation, « Pour tous ceux qui craignent que leurs comptes bancaires aient été gelés en raison de leur participation à ces barrages et cette occupation illégale, la façon de débloquer leurs comptes est de cesser de faire partie du barrage et de l'occupation. » Fin de citation. Le fait est qu'il n'y avait plus de barrage lundi. Alors, qu'est-ce que la vice-première ministre est-elle en train de dire? Un autre point sur les règlements financiers. Le CANAF. Il a été créé pour lutter contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Maintenant, le gouvernement utilise le CANAF pour combattre des groupes dont les opinions sont jugées inacceptables par le Premier ministre. Comment le Sénat peut-il permettre cela? Chers collègues, nous devons réaliser la porte que nous ouvrirons si nous votons en faveur de cette mesure. Un futur gouvernement aura cette décision comme un précédent, ce qui suggère que vous pouvez armer l'infrastructure de sécurité pour combattre des idées avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. La semaine dernière, interrogé par Evan Solomon pour savoir jusqu'où le gouvernement irait dans l'utilisation de ces mesures, le ministre de la Justice, celui qui est censé défendre les droits des Canadiens, a dit ceci, citation, « Eh bien, je pense que si vous êtes un membre d'un mouvement pro-Trump faisant des dons à ce type de choses, alors vous devriez être inquiet. » Fin de citation. Encore une fois, collègues, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que le ministre est en train de nous dire qu'il va s'en prendre au bien de tous ceux qui ne partagent pas son aversion pour l'ancien président des États-Unis? Je trouve cela très inquiétant. Inquiétant qu'au Canada, le ministre de la Justice puisse menacer ses concitoyens de la sorte. C'est vraiment très inquiétant. Et comme
le ministre de la Justice a proféré ses menaces à l'endroit de ceux qui ne partagent pas ses opinions, il n'a jamais ressenti le besoin de se rétracter. C'est exactement le genre de politique de clivage dont le député Joel Lightburn nous a mis en garde. Et ce sont les mots de notre soi-disant ministre de la Justice. À quel point ce bureau a dégénéré depuis que Jody Wilson-Raybould était ministre de la Justice. Le règlement permet également à la police ou à d'autres entités chargées de l'application de la loi d'exiger l'annulation de l'assurance d'une personne si cette dernière est soupçonnée de participer à des manifestations illégales ou de les soutenir. D'importantes questions restent sans réponse en ce qui concerne cette mesure. Comment une compagnie d'assurance ou une institution financière est-elle censée savoir quand un individu peut être impliqué dans une protestation particulière? Vont-ils se fier à la parole de la police qui ira relever les numéros de plaques d'immatriculation à l'intérieur ou à proximité des zones protégées? Lorsque l'assurance d'une personne est annulée, comment pourra-t-elle ensuite déplacer son véhicule? Et les personnes qui ont déplacé leur véhicule en prévision des mesures de contrôle de cette fin de semaine, ont-elles vu leur assurance annulée? Il s'agit là d'un territoire juridique inexploré et de nombreuses questions n'ont tout simplement pas de réponse à ce stade. Mais nous savons que ces pouvoirs seront exercés sans mandat et avec une voie d'appel totalement floue. Le règlement donne également aux autorités le pouvoir d'interdire tout rassemblement public dont la police pense qu'il peut entraîner une violation de la paix. Cela confère à nouveau à la police un incroyable pouvoir discrétionnaire. Comme je l'ai dit, la police d'Ottawa considère que toute manifestation est désormais illégale. Il est clair que les règlements ne sont ni raisonnables, ni proportionnés, ni nécessaires. Le seuil d'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence a été intentionnellement élevé en raison de la perception, au moment de la rédaction de la loi, que la loi précédente, la loi sur les mesures de guerre, avait été mal utilisée et qu'il fallait corriger les erreurs et les excès de cette loi. La loi sur les mesures de guerre n'a été utilisée qu'à 3 reprises. 3, et non 2, comme l'a indiqué le sénateur Coyle. 2 de ces occasions se sont produites pendant les 2 guerres mondiales. Et au cours de ces 2 guerres, des mesures déplaisantes ont été adoptées, notamment les mesures d'internement des Canadiens d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. La loi n'a été utilisée qu'une seule fois en temps de paix par le père de l'actuel Premier ministre pendant la crise d'octobre 1970. Cette dernière utilisation de la loi sur les mesures de guerre est restée à jamais controversée. Pour beaucoup, il s'agissait d'un excès sans précédent et inacceptable en réponse à ce que nous savons maintenant être un très petit groupe de radicaux, certes violents, mais pas très sophistiqués. Rétrospectivement, nous savons que ce groupe était loin de bénéficier du soutien généralisé que beaucoup craignaient à l'époque. Pourtant, lorsque la loi sur les mesures de guerre a été invoquée, près de 500 personnes ont été arrêtées. Et la plupart de ces personnes n'avaient absolument rien à voir avec le FLQ. À cette époque, en octobre 1970, M. Tommy Douglas a déclaré son opposition à l'utilisation de la loi sur les mesures de guerre en temps de paix. S'exprimant au Parlement à l'époque, il a déclaré, citation, « Nous sommes prêts à soutenir le gouvernement en prenant toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la vie et maintenir la loi et l'ordre dans ce pays. Mais nous ne sommes pas prêts à utiliser la préservation de la loi et de l'ordre comme un écran de fumée pour détruire les libertés du peuple canadien. » Fin de citation. Il a dit que la loi sur les mesures de guerre était comme utiliser un marteau pour casser une cacahuète. Et je crois que l'histoire a jugé que les déclarations de M. Douglas à l'époque étaient sages et prudentes. Et je pense que l'histoire jugera aussi les actions de Jack Mitzing et ce ne sera pas avec le même résultat. Je sais que le Parti conservateur de l'époque a appuyé le recours à la loi sur les mesures de guerre. Le chef
Robert Stanfield, a donné le bénéfice du doute au gouvernement Trudeau. Par la suite, il a regretté sa décision en disant qu'appuyant cette loi avait été un excès. 2 ans après ces jours sombres, il a déclaré « Je pense que les choses auraient pu être calmées grâce à des mesures moins radicales. » Il a admis que la loi sur les mesures de guerre n'aurait pas dû être utilisée et que voter avec le gouvernement était son seul regret en tant que Premier ministre de la Nouvelle-Écosse et chef de l'opposition officielle. Plus de 50 ans plus tard, nous avons beaucoup appris de la crise d'octobre. Il est maintenant clair que les raisons invoquées par le gouvernement Trudeau pour le recours à la loi sur les mesures de guerre n'étaient pas fondées sur des preuves. Certaines sont provenues directement de l'imagination des membres du gouvernement. Ils ont exagéré la menace, inventé des complots pour renverser le gouvernement et ont expliqué que des milliers de terroristes imaginaires se cachaient quelque part. On pourrait excuser de voir une ressemblance avec ceux dont nous sommes témoins aujourd'hui. Le recours à la loi sur les mesures de guerre a suscité le ressentiment de nombreux segments de la population au Québec et a sans doute renforcé le nationalisme et l'appui pour la souveraineté au Québec. Seulement 6 ans plus tard, un gouvernement séparatiste a été élu au Québec. Au lieu d'aider, cela a servi à saper l'unité nationale et a fait en sorte que certains Québécois se sont sentis moins canadiens. Les libertés civiles de centaines, même milliers de personnes n'auraient pas été violées et le ressentiment qui en a résulté, qui a eu des graves répercussions politiques, aurait pu être évité. Je sais que la loi sur les mesures d'urgence n'est pas la loi sur les mesures de guerre, mais un premier ministre élu au Québec et portant le nom de Trudeau aurait dû connaître le symbolisme historique du recours au successeur de cette loi qui a créé un tel traumatisme pour les résidents du Québec. Jouer avec un bâton de dynamite pour sauver sa peau politique, c'est imprudent. Cela montre encore une fois que Justin Trudeau est prêt à diviser les Canadiens en utilisant des symboles dangereux par opportunisme et tout comme l'histoire a sévèrement jugé son père pour l'attaque des libertés civiles en ayant recours à la loi sur les mesures de guerre, ne sera pas non plus tendre envers Justin Trudeau. Je suis loin d'être le seul à penser qu'il s'agit d'un excès grave, surtout qu'il n'y a aucune preuve que les conditions nécessaires au recours à la loi sur les mesures d'urgence ont été remplies. Noah Mendelsohn, directeur exécutif de l'Association canadienne de liberté civile, a déclaré, et je cite, « La loi sur les mesures d'urgence crée une norme élevée et claire pour de bonnes raisons. La loi permet au gouvernement de contourner le processus démocratique ordinaire. Cette norme n'a pas été respectée. » Faisant écho aux propos tenus par Tommy Douglas il y a plus de 50 ans, la CLC a également déclaré « La législation d'urgence ne devrait pas être normalisée. Elle menace notre démocratie et nos libertés civiles. » Aaron Woodrick, avocat de l'Institut Macdonald-Laurier, a dit « Jusqu'à ce qu'il décide d'invoquer la loi, ainsi le gouvernement fédéral, ainsi que ses homologues provinciaux municipaux n'ont pas fait grand-chose pour tenter de disperser la manifestation. Donc, on ne peut pas prétendre qu'ils ont épuisé toutes les autres solutions. Leah West, professeure adjointe d'affaires internationales à l'Université de Carleton, spécialiste du droit de la sécurité nationale, a déclaré « Le seuil pour invoquer cette loi est extrêmement élevé et je me demande si les seuils ont été atteints ici. Il s'agit de faire appliquer les ordonnances, les règlements et les lois dont nous disposons. Et c'est là le vrai enjeu. » Le professeur Ryan Alford a également déclaré que la loi ne peut être activée que comme source de compétence si aucune autre loi
Aucun autre ensemble de lois n'est adéquat pour protéger la sécurité et l'intégrité territoriale du Canada. Le désaccord de 5 premiers ministres provinciaux sur sa nécessité remet sérieusement en question l'existence d'un fondement rationnel pour promulguer des mesures d'urgence, sans parler du fait que cela ne répond pas au seuil juridique très élevé établi par la loi. Le professeur Patrick Taillon de l'Université Laval a déclaré que le gouvernement n'avait pas prouvé que les mesures extraordinaires étaient essentielles que la 3e semaine de la crise. Il nous rappelle que le gouvernement doit prouver que ces mesures d'urgence sont non seulement utiles, mais qu'elles sont absolument essentielles à résoudre la crise. Notre ancien collègue, le sénateur André Pratt, a écrit la semaine dernière: malgré les efforts du gouvernement libéral pour dépeindre les événements actuels dans les couleurs les plus dramatiques, il est devenu évident que nous ne sommes pas confrontés à une urgence nationale telle que définie par la loi sur les mesures d'urgence. Il y a certainement des juristes qui ne sont pas d'accord avec ces arguments, mais il est clair que la grande majorité convient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité ou la constitutionnalité de l'action du gouvernement. De la Chine à l'Iran, les dictatures du monde entier critiquent le Canada pour son recours à des mesures d'urgence extraordinaires. L'Inde a souligné l'hypocrisie du premier ministre Trudeau. Il a déclaré l'année dernière qu'il soutenait les protestations des agriculteurs en Inde et a fustigé le gouvernement indien pour son recours à la force pour réprimer les protestations. Les journaux du monde entier, qui ne vivent pas dans la bulle d'Ottawa et n'acceptent pas les points du gouvernement comme la vérité, ont vu la manœuvre maladroite du Premier ministre pour ce qu'elle est, une surenchère et une étude dangereuse. Le New York Times, le Wall Street, le Financial Times font partie de la longue liste de médias qui ne comprennent pas pourquoi le gouvernement canadien doit recourir à des mesures aussi extraordinaires simplement pour faire face à un boclus de 3 ou 4 rues à Ottawa. Rappelons que les Américains ne comprenaient pas ce qui a pris autant de temps pour libérer le pont Ambassadeur. Ils ont proposé d'envoyer des forces de l'ordre américaines pour aider. Encore une fois, à cause de l'incompétence de Justin Trudeau, l'image du Canada en tant que pays qui respecte les droits de l'homme dans le monde entier est détruite. Il faut se souvenir qu'avant d'invoquer la loi, le gouvernement doit consulter toutes les provinces où les effets de l'urgence se produisent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a décidé que les mesures d'urgence seraient nationales et non limitées à une zone spécifique. 7 des premiers ministres provinciaux n'étaient pas d'accord à la nécessité de cette action. Et pourtant, le gouvernement est allé de l'avant et a invoqué la loi dans toutes les régions du pays, alors qu'il n'y avait manifestement aucun consensus pour le faire. L'Assemblée nationale du Québec a voté à l'unanimité pour décrier l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Le premier ministre Kenney a annoncé la semaine dernière que l'Alberta allait contester l'utilisation de cette loi. Lorsque Tommy Douglas a parlé avec éloquence de la loi sur les mesures de guerre en 1970, il a déclaré que personne ne remettait en question l'obligation du gouvernement de maintenir la loi et l'ordre, utiliser tous les pouvoirs normaux à sa disposition. Personne ne remettait cela en question en 1970 et personne ne remet en question le droit du gouvernement de le faire aujourd'hui. Mais je crois que nous devons nous opposer aujourd'hui, tout comme certains députés l'ont fait en 1970. Il faut s'opposer au fait que le gouvernement demande des pouvoirs extraordinaires pour faire face à cette situation. Ce que je crains, c'est que le premier ministre actuel ne commette une erreur encore plus grande que celle de son père. Le professeur Ryan Alford de la faculté de droit Burr-Alaskan de l'université Lakehead a déclaré « Cela dépasse l'entendement » que le premier ministre du Canada s'attaque à des manifestations dénonçant des violations des libertés civiles en les réprimant par des moyens qui sont probablement inconstitutionnels et identifiés comme tels à l'avance par bien des organisations de défense civile, de liberté civile,
et des universitaires. Ce qui me dérange en particulier, c'est que peu de gens du côté du gouvernement semblent se poser ces questions ou réfléchir aux ramifications à long terme de ce grave dépassement de l'autorité gouvernementale. La question est donc de savoir comment nous, sénateurs, devons réagir. Nous devons rejeter la motion du gouvernement. L'article 58.7 de la loi stipule « Si une motion de confirmation d'une déclaration d'urgence est rejetée par l'une ou l'autre chambre du Parlement, la déclaration, dans la mesure où elle n'a pas déjà expiré ou été révoquée, est révoquée à compter du jour du vote négatif et aucune autre mesure ne doit être prise en vertu du présent article à l'autre endroit. » En rejetant la motion, le Sénat jouera son véritable rôle. Nous mettrons fin aux mesures d'urgence. Bien sûr, cela ne sera pas rétroactif. Comme l'a dit le sénateur Dalphond, à juste titre, toutes les accusations portées jusqu'à présent seront maintenues, mais l'excès du gouvernement cessera. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons rejeter la motion. Les sénateurs doivent se rappeler qu'en utilisant cette loi de cette façon, le gouvernement crée un précédent. Donc, notre responsabilité est de décider si la barre a été fixée de façon correcte pour le recours à cette loi. On ne peut pas remettre le génie dans la bouteille. Mais nous pouvons au moins dire au prochain gouvernement ce qu'ils doivent prouver avant d'utiliser à nouveau la loi. Le prochain groupe de manifestants pourrait être des autochtones, des environnementalistes, des manifestants noirs. Et dans ses réponses aux questions, le sénateur Gold a admis que tous les groupes, y compris ces derniers, pourraient désormais être la cible du gouvernement fédéral. Collègues, il y a des années, lorsque les femmes se sont battues pour obtenir le droit de vote, elles ont eu recours à la désobéissance civile. Aux manifestations, nous avons une statue à l'extérieur de cet édifice qui célèbre les 5 femmes les plus renommées. Il est douloureux de penser qu'en vertu de ces mesures, ces femmes ne pourraient pas venir à Ottawa aujourd'hui pour faire valoir leur point de vue comme elles l'ont fait il y a un siècle. Si nous acceptons cette motion du gouvernement, nous aurons le précédent de 2022 pour le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Nous devrons vivre avec cela. Le Sénat a l'occasion de prendre du recul, de dire au futur gouvernement que le recours à la loi sur les mesures d'urgence exige plus que l'incommodité d'un blocus à un seul endroit du Canada. Aussi, il faut se rappeler que nous votons sur la motion en fonction des preuves et de la situation au moment du vote. On ne nous demande pas si le gouvernement a eu raison d'invoquer la loi. C'est le comité mixte de parlementaires qui en décidera. L'enquête que le gouvernement doit lancer, et ce sont aussi les tribunaux qui en décideront. Le sénateur Cotter a soulevé une préoccupation, posé une question au sénateur Tanas. Il a dit « Le problème de voter non est qu'il est impossible de distinguer si nous envoyons le message que l'urgence n'aurait jamais dû être déclarée ou qu'il était légitime de la déclarer, mais qu'elle devrait être maintenant annulée. » Chers collègues, avec tout le respect que je vous dois, la loi sur les mesures d'urgence est claire quant à ce sur quoi nous allons voter. Il ne s'agit pas d'un exercice de communication, c'est un exercice de contrôle parlementaire. Nous sommes chargés non pas d'envoyer un message, mais d'examiner la motion dont nous sommes saisis et répondre à cette question. Les raisons invoquées dans la déclaration sont-elles toujours valables? Les mesures adoptées par le gouvernement sont-elles toujours raisonnables, proportionnées et nécessaires compte tenu de la situation au moment du vote, collègues? Le dernier blocage à Ottawa a été levé le week-end dernier. Hier, on nous a dit que les personnes dont les comptes bancaires avaient été bloqués les voies débloquées. Donc, il est clair que l'urgence est terminée et que ces mesures ne sont plus nécessaires. Si elles l'ont jamais été. Vendredi, avant que la police n'intervienne pour démanteler le blocus, le Globe and Mail a écrit « Des personnes raisonnables peuvent ne pas être d'accord pour ce qui est du recours à la loi et la série d'outils juridiques que le gouvernement a élaboré à partir de cette loi avait un sens il y a 7 jours. Mais quelle que soit la force de l'argument à l'époque,
l'amélioration des circonstances le rend beaucoup plus faible aujourd'hui. Imaginez à quel point l'argument du gouvernement est faible, car tout est revenu à la normale. Le Sénat doit rejeter la motion parce que le gouvernement n'a pas démontré que le recours à la loi avait atteint le seuil fixé dans la loi. Le Sénat doit voter non sur la motion, car même si un tel seuil avait été atteint, les mesures adoptées par le gouvernement ne sont pas raisonnables, proportionnées, nécessaires. Le gouvernement doit voter non à la motion, car l'utilisation de la loi elle-même sape l'unité nationale et risque d'aggraver les divisions qui existent déjà dans le pays. Le Sénat doit voter non à la motion, car autrement, nous placerons la barre de l'utilisation de cette loi si bas qu'elle deviendra juste un autre outil que pourra utiliser le gouvernement régulièrement. Le Sénat doit voter non sur la motion, car nous devons jouer notre rôle en protégeant les droits des minorités, même si nous ne partageons pas leurs convictions. L'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence est une attaque frontale contre les droits des Canadiens. Si nous croyons vraiment, collègues, qu'en tout temps, un Canadien est un Canadien est un Canadien, eh bien, faisons en sorte d'empêcher dès maintenant le gouvernement de priver certaines personnes de leurs droits de façon déraisonnable. Je désapprouve ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire, disait Evelyn Beatrice Hall pour résumer la philosophie de Voltaire. Une philosophie que tous les vrais croyants dans le droit à la liberté d'expression devraient partager. Et enfin, le Sénat doit voter non sur la motion parce qu'en tant que sénateur, nous avons le devoir de défendre les droits des provinces. Et il est clair qu'elles ne soutiennent pas le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Chers collègues, notre pays est très divisé aujourd'hui. Nous devrions essayer de trouver des façons de restaurer notre unité nationale. Nous devrions avoir un Premier ministre qui est prêt à écouter tous les Canadiens. Collègues, il est certain que c'est sur cette question que nous devons éviter d'être partisans. Comme l'a dit le sénateur O'Caucus au début de son allocution, peut-être l'allocution la plus importante en 13 ans, collègues, il s'agit d'un vote qui restera dans l'histoire. Et ici, nous ne pouvons voter en faveur de motions qui risquent d'engendrer encore plus la division. Et nous prie tous instamment de prendre du recul par rapport à ce précipice. J'espère que tous les sénateurs voteront contre cette motion. Je vous remercie.